Bien arrivé en haut de Worl, à Avoria. Sommet que je fais régulièrement dans la saison pour m'entraîner. Ça fait une bonne petite marge d'approche qu'on peut retrouver en compétition, avec une belle petite face derrière. Et on a une belle vue sur toutes les montagnes du Chablais. Le moment le plus plaisant, on va dire, de la saison, c'est après l'hiver, c'est après la dernière compétition. Tu reviens à la maison, c'est neige de printemps, il fait bon, t'as pas de pression parce que ça y est, les compètes sont terminées, donc en fait, tu fais ce que tu veux quand tu veux et c'est que du plaisir, que du kiff. Ça me fait du bien d'être tout seul, je me reconnecte avec moi, avec là où je suis bien, mes montagnes, là où je viens, là où j'ai grandi, et je me sens bien en fait. Et puis en fin de journée, tu vas finir sur le snowpark, sur la neige de printemps, au soleil avec les copains, c'est bonne ambiance, il y a de la musique, tout le monde kiffe, tout le monde a le smile. Et... Ah, j'adore cette période de la saison, hein, c'est clair. Quand on était petit, on m'aurait dit tu vas être payé pour faire du ski, mais j'aurais signé partout, il aurait fallu de signer. C'était mon plus grand rêve de gamin. Allez, à tout de suite! J'ai fait le parcours un peu classique. J'ai fait de l'alpin jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, j'ai assez vite switché dans une section freestyle, que ce soit le big air ou le slopestyle. Je me suis pas mal blessé avec cette discipline. Je me suis fait opérer des deux genoux. Mon chirurgien qui m'a opéré à l'époque m'a demandé de trouver une autre discipline ou de faire autre chose en fait. Donc voilà, je me suis mis au freeride, donc c'était l'année de mon bac. S'en est suivi 7 saisons sur le qualifier. 7 saisons à s'acharner, à essayer de se qualifier chaque année, avoir la déception en fin d'hiver pendant 7 ans de ne pas se qualifier, mais de toujours y croire jusqu'au bout et jusqu'à l'année où j'ai réussi à monter sur Frère World Tour. D'être là-bas parmi tous les riders que je regardais de l'année d'avant en live, j'étais là, j'ai tellement envie d'y aller, tellement envie d'y aller. Et là, une fois, ça y est, t'y es en fait. Moi, je me rappelle être sous l'arche de départ et de me dire, ça y est, je vais prendre mon premier départ sur le Frère World Tour. C'était incroyable et en fait, j'aurai cette course toute ma vie dans la tête. C'est parce que en fait, je termine deuxième sur ma première étape de Coupe du Monde et c'était juste incroyable en fait. Tout ce que ça a déclenché après, que ça soit en termes de visibilité, de partenaires et même l'engouement. Puis tu te rends compte qu'en faisant deuxième à la première étape, en fait, tout est possible. 2 courses d'après, je fais troisième et première saison sur Frère World Tour, tu finis sixième mondial, c'était ouf. J'ai vécu les 2 saisons aux opposés en fait avec Ludo. C'est que l'année d'avant j'étais avec lui pour son titre de champion du monde, les émotions de ouf, trop content pour lui, il a réalisé son rêve après tant d'années sur les compètes, moi j'étais trop content pour lui. Et là cette année c'est tout l'inverse en fait, il n'a pas réussi à retrouver le rythme qu'il avait l'année d'avant. Il avait fait un run donc du coup qu'il classe pas très bien à Verbier. Il pose une fesse au Canada. Il va avoir une grosse pression en Géorgie, c'est qu'il sait qu'il pour passer le cut, il faut qu'il fasse un très bon résultat. Je pense qu'il faut qu'il fasse podium. Donc lui, il rajoute dans ses bagages beaucoup de pression. Donc la valise, elle va être bien lourde avant de partir en Géorgie. Donc après, il y a moi qui tombe et qui déchausse à Verbier et qui fait deuxième au Canada. Et là, je pense que j'ai déjà
rempli 80% du boulot. Mais j'ai quand même un peu de pression en Géorgie. Je sais qu'il faut quand même que je fasse un run jusqu'en bas, sur les pieds, pas déchaussé. Donc je pars, on va dire, avec un peu mitigé. Il y a Victor qui vient de prendre sa deuxième victoire consécutive. Et lui, en fait, il a une autoroute vers le titre de champion du monde. Donc je pense que lui, mentalement, ça va être plus simple à gérer. La Géorgie, ça s'est pas bien passé pour nous, pour Victor et moi, ça c'est sûr. Donc on a l'aéroport, on est devant le tapis, des valises, tout le monde récupère ses valises. Puis nous on attend avec Victor, on rigole, tout ça. Puis d'un coup le tapis s'arrête. Il n'y a toujours pas nos valises. Et là on se dit aïe. Et du coup bah en fait on part pour 10 heures de voyage et on laisse derrière nous nos valises et nos skis surtout. Donc on arrive vraiment à poil. Sur la route on est obligé d'aller s'acheter des caleçons, une brosse à dents, des chaussettes, enfin, un minimum pour vivre quoi. La Géorgie, c'est une sacrée expédition. C'est pas forcément beaucoup d'heures de vol par rapport à un voyage comme le Canada, par exemple. C'est une sacrée expédition parce qu'une fois arrivé là-bas, en fait, on a fait que le plus simple. Ce qui nous attend après, c'est 5 heures de train et après 5 heures de voiture. On a eu de la chance quand on est arrivé, c'est qu'il avait pas trop neigé les jours d'avant. Donc la route, ça allait. C'est vraiment des routes escarpées, mal goudronnées, même des fois pas goudronnées, avec des trous énormes dans la route. Ils doivent faire des détours, ils doivent contourner. Des fois, ça passe pas de voiture, donc ils doivent se serrer sur les côtés. On était quand même avec un chauffeur qui faisait des signes de croix à peu près toutes les minutes en regardant le haut de la montagne pour espérer et prier qu'un rocher nous tombe pas dessus. Et vu les rochers qu'il y avait au bord de la route, je pense que ça arrive régulièrement. Des routes qui sont délabrées, affaissées, effondrées à certains endroits. Avec des vaches, des chiens, même des fois, tu es en train de monter et en fait, tu es bloqué derrière un troupeau. Tu te dis, mais on va vraiment dans une station de ski là. On s'est pas trompé d'endroit. And the cows and the dogs, is that fine? Yeah, there are no problem. Tu t'arrêtes à certains endroits pour manger sur la route. Ah, la nourriture là-bas, c'est pas du folklore, c'est du vrai. T'es dans le trip à 100%, c'est sûr. Tu continues, t'as l'impression, tu te dis, mais jusqu'à où on va aller, quoi. On va au fin fond des vallées, y a rien, il y a que cette petite bout de route, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il y ait une station au bout de ça, c'est pas possible. Et t'arrives dans cette bout de station qui s'ouvre d'un coup au milieu d'une vallée, avec une station essence, des restaurants, des hôtels, et tu te dis, ok, bon, bah, c'est vraiment impressionnant. On a l'info que les ski bags vont arriver le mercredi soir, avec tous les skis et les bâtons dedans. Sauf qu'on a aussi l'info assez rapidement que la compète va sûrement se passer jeudi matin. Et là, on se dit, ok, là, ça va être compliqué. Tu es là pour une compète et tu as besoin de te concentrer pour une compète, mais tu dois penser à tes valises, c'est vraiment très chiant. Et pour ajouter la petite cerise sur le gâteau, Dossard 1, et là, je pense que dans ma tête, c'était le 14 juillet, mais dans le mauvais sens. C'est le tout, en fait, avec la pression du cut, les valises et le Dossard 1, tout ça a fait que wow, c'était un peu too much. Très compliqué à gérer, très stressé. C'est important, c'est qu'on est une petite famille, le frère World Tour. Enfin, j'ai pu avoir tout ce que j'avais besoin. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu demandes des habits à celui contre qui tu te bats, on va dire, voilà, avec ton concurrent. C'est quand même beau de voir qu'il y a une belle solidarité entre tout le monde. Ça, c'est Berthier. Ok. C'est Ben Richards. Double Socks. That's Liam Rivera, these two. You got And something just from this one is my own. Bon, la tenue, on dirait la tienne. Et les boots, tu penses ça va It's okay. Bon. Et il y aura que la board un peu molle, tu dis? Dans le moment, ouais. Petit, mais. Ça sent pas le choc, ouais.
Messia, c'est le petit village au fond de vallée. Et la station se trouve un peu plus haut dans la montagne. Et en fait, il y a une bonne demi-heure de route. On charge ces espèces de petits minivans surélevés avec tous les riders. On met les skis sur le toit. Et là, on part pour une demi-heure de route. Des routes qui se coulent dans tous les sens, qui sont mal déneigées, qui glissent. Ça fait des lacets, c'est hyper long. Il y a plein de fois, on se demande comment ça va passer. Ça monte quand même, mais voilà, à la descente, bien souvent, ça glisse un peu. On sent que au niveau de la route, c'est bien un sport. Tout au long de la montée, on a un paysage qui est extraordinaire avec des villages perchés au milieu de nulle part dans la montagne. Et plus tu montes et plus tu vois les montagnes qui se découvrent, et là tu te tournes, tu fais un 360 et tu te rends compte qu'en fait tu as des 5000 de partout, que les montagnes elles sont énormes. Tu es au milieu d'une chaîne de montagnes qui est gigantesque. Tu te dis mais on est où là en fait T'en prends plein les yeux, ouais, t'en prends plein la tête, ça c'est sûr et certain. Alors la Géorgie, cette année c'est particulier parce que c'est la dernière compétition avant le cut. Donc forcément ça rajoute une pression supplémentaire. Tu sais qu'à la fin de la compétition, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être contents. On est très peu sur le circuit et ça tourne énormément et tout le monde sait que d'y arriver c'est très dur, mais d'y rester c'est encore plus dur. Quand on parle du cut, t'as l'impression d'avoir une énorme épée au-dessus de ta tête qui va te trancher la gorge ou pas et tu te dis j'ai pas envie de redescendre, c'est pas possible d'avoir fait tout ce chemin-là pour redescendre. T'as pas le droit à l'erreur en fait. Tu fais une mauvaise saison, tu te fais sortir, c'est terminé pour toi. Et si tu veux remonter, il faut repasser par le circuit qualificatif. Sinon, en double, là. Putain, pour rentrer. L'étape géorgienne était bien particulière parce que j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai pas le choix. Je dois aller gagner cette course pour rester dans le game. Le niveau monte, la jeune génération arrive, ça pousse à mort et ça pousse des gars comme moi à prendre des risques. On peut plus se permettre de faire des runs à 70-80% pour espérer accrocher le podium. Maintenant, c'est 100% pour espérer aller chercher le podium ou la gagne. Mais moins que ça marche pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est vachement plus raide que ce que je pensais. Je suis tout à fait conscient de tous les risques qu'on prend, mais justement, on essaie de prendre des bonnes décisions. On ne va pas prendre des risques stupides, inutiles, que peut-être un petit peu plus jeune, c'est peut-être un petit peu plus foufou. Tout est plus calculé, il y a plus d'expérience, on laisse moins place au doute, on a déjà fait des erreurs qu'on essaie de ne pas refaire. En compétition, moi, j'ai pas du tout peur de mourir et tout ça, c'est plus le stress de la compétition, de rater sa course, etc. Mais je sais que je devrais pas me faire mal ou quoi que ce soit. En triple, putain, ça c'est bien aussi, hein, ça là, tu peux juste y aller, ça je crois. Hein. En fait, quand tu regardes la montagne, il y a des choses directes qui te sautent aux yeux. Ouah, ce saut il marche, ce saut il marche, ce saut il marche. Et l'objectif, c'est en fait de faire une ligne, donc de réussir à relier plusieurs sauts qui te plaisent dans ta ligne. J'aime bien trouver des trucs un peu où tu sortes un peu ta carte spéciale, tu fais le truc que toi tu sais faire, que les autres ils n'ont pas forcément vu. Donc je me suis dit, je fais une ligne assez facile, évidente, mais que je fais bien, où je m'amuse. Ça c'est une vraie phase où on va enfin s'amuser. Il y a bonne neige, plein de features de partout. On a par endroit, donc vraiment sous le start, à peu près 50 degrés de pente, mais sur la totalité du run, ça fait, on va dire, une moyenne vers 37, 38. Donc par rapport aux phases qu'on peut avoir sur le World Tour en général, elle est peut-être un petit peu moins ce qu'on appelle Big Mountain, donc c'est des terrains qui sont en général très raides. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est très large, il y a des gros couloirs, la neige est très bonne. Donc tous les riders savent qu'ils vont avoir du dos à rein au dernier, de très bonnes conditions. Bon, ils vont se faire plaisir. Là-bas, ça a l'air d'être quand même bon sous la barre. Ça passe cet aspect-là. Non. Là-bas, ça a l'air d'être bon, je pense, en fait. Hein. J'arrive en Géorgie, j'ai une deuxième place. Et pour être qualifié, je sais que je dois pas déchausser un ski. Donc pas être dans vraiment les derniers. Dans l'idéal, il faudrait que je ne tombe pas non plus. Je veux faire un gros run parce que c'est ce que j'aime faire. Mais je sais que quand tu fais un gros run, tu prends peut-être trop de risques. Et si ça tourne mal, ben, tu te sens un peu bête, quoi. Alors, moi, mon coach, c'est Sébastien Michaud, légende du freeride, qui a fait beaucoup d'années sur le Freeride World Tour, qui a été vice-champion du monde. Il est très connu dans le milieu. Ce mec, il te connaît, en fait.
qui sait comment tu rides, qui sait les tricks que tu sais faire, comment tu skis, tout, et qui connaît le sport, et qui connaît les phases, qui connaît tout en fait. On est très peu à en avoir des coachs pour l'instant, mais je pense que d'ici quelques années, tout le monde en aura un. Montrer un petit truc au départ que j'ai vu. Ouais. Passe ou pas. En fait, ce qui est cool, c'est que quand je vais choisir des lignes, lui va me dire, ok, ça c'est plutôt un run podium, ça c'est plutôt un run top 5, ça c'est laisse tomber, là ce que tu me proposes, c'est pas possible. Moi, mentalement, ça m'aide énormément, quoi. Le béquet vers nous, se laisser tomber et poser dans la pente, quoi. Ouais, mais tu vois les derniers rocks, Ouais. tu peux poser après ou. Il va t'aider à faire du repérage, il va te conforter dans tes idées ou te dire non, là tu te trompes, et il va te booster en fait. Moi, je vais avoir une idée de gros backflip, il va pas me dire ouais, fais attention, il va me dire ok, c'est bon, le back, tu sais faire, juste fais gaffe quand tu le lances, bien comme ça, bien comme ci. Oublie pas, avant de le lancer, prends bien ce tank, tac, en fait, il va me conforter. Parce qu'il y a plus de pente, ça peut vite couler aussi, tu vois. Ah ouais, je pars faire un run qui, je sais, a été confirmé par mon coach. Donc en fait, ça me met un poids en moins sur les épaules de est-ce que j'ai choisi le bon run. Finished sick. Yeah? Ah, so cool to hear. Super cool. I hope it's going to be as good to ride than it is to look at. La Géorgie est quand même réputée pour avoir des conditions exceptionnelles. Et puis cette année, ils ont un snowpack qui est absolument incroyable. Quand je parle de snowpack, je parle de qualité de neige. Donc il y en a 3 mètres de neige qui sont très saines, très peu de danger d'avalanche et qui pour les riders sont parfaites pour pouvoir s'exprimer et faire de beaux virages et puis surtout s'envoyer en l'air. La Géorgie, le ski c'est juste incroyable. Les montagnes sont sur la chaîne du Caucase, c'est juste ouf. Les pentes sont trop bien, elles sont très peu exploitées. Donc en fait, il y a vraiment des très belles choses en ski à faire ici. Les montagnes qui nous entourent, c'est juste extraordinaire. C'est un paradis sur Terre pour l'alpinisme, le freeride, le ski de randonnée. Et il y a très peu de monde. Il y a 3 télésièges dans la station qui ouvrent un potentiel de ride. Clairement, quand on arrive en haut du 3e télésiège, pour redescendre jusqu'en bas, on peut faire un run qui est équivalent à un run daily ski. Il y a 1 ou 2 pistes qui longent les télésièges, mais tout le reste, c'est du hors-piste. La Géorgie, je suis venu il y a 2 ans, on avait une compète 4 étoiles d'organiser ici. Le pays, c'est fou en fait, c'est très peu développé et les Géorgiens, ils sont incroyablement accueillants. J'adore ce pays. Au premier abord, les Géorgiens sont assez rudes, avec une force, un caractère. Ils ont des gueules, quoi. On sent que voilà, c'est la montagne. Les souvenirs que je garde de ce voyage, c'est vraiment l'authenticité de la population, des décors, des villages. C'est très rural, très à l'ancienne. Les vaches qui traversent la route un peu de partout. Enfin, on a des hôtels qui sont au milieu des fermes. On a ces gens qui ont vraiment cette visage marqué, les mains. Je suis petit-fils de paysan et je vis à la campagne, je vis à la montagne et de voir une culture qui vit de manière si dure dans des montagnes qui sont rudes et tout ça, moi, ça me parle. Et c'est des gens qui vivent relativement simplement, avec de vraies valeurs, des valeurs d'entraide notamment. Ce qu'on a ressenti en discutant avec les locaux notamment, c'est que certes il y a une volonté de développement du fait qu'ils aient créé la station. On voit que des hôtels sont en train de fleurir un peu à droite à gauche.
On sent vraiment que le fait de faire venir des touristes ici permet clairement de créer de l'emploi au niveau des chauffeurs, au niveau des gens qui vont travailler dans les hôtels. On sent vraiment que le tourisme est une manne financière qui est importante à leur développement. Néanmoins, on a quand même ce sentiment qu'ils souhaitent être prudents et qui ne veulent pas forcément devenir comme nos stations à nous. Ils auraient un potentiel gigantesque pour développer des grosses stations, mais on sent qu'ils ne veulent pas grossir trop vite, ils veulent grossir à leur rythme et faire attention aux travers que peut emmener voilà, du tourisme de masse. Pour moi, c'était une situation un petit peu stressante cette compétition déjà parce que j'avais pas mes bagages, donc je suis arrivé ici et donc j'avais plein de choses dans la tête à organiser, trouver tout mon matos, etc. C'était pas facile, donc c'était difficile pour moi de me concentrer sur ma ligne. So I didn't receive my bags and my snowboard, and I was looking if maybe you would have a snowboard that would fit my snowboarding style to rent. Oh là, ça fait un peu plein de choses dans la tête, un peu stressant. T'as pas le temps de te calmer, juste pense à ta compète, à repérer les options, les lignes. Yeah, a bit too short. Ça, c'est pas du tout mon style de board, mais au moins la board est plus grande. Parce que là, on m'a prêté une board aujourd'hui, elle est toute molle, toute petite, donc je peux rien faire avec. Donc ça, c'est pas trop mon style, mais au moins c'est plus grand, donc je peux aller un peu plus vite. Mon sac avec ma planche et mes boots sont censés arriver demain matin, le jour de la compète. Donc j'espère qu'ils vont pas arriver trop tard, qu'il va pas y avoir de soucis. Si j'ai pas ma board, c'est la grosse merde, et si j'ai ma board, il va juste falloir que je me calme, et ensuite je fais mon run, et ça va être cool. I'm really happy to be here. It's maybe my last competition on Freeride World Tour and I will be here. En Géorgie, c'est sûr que la position était difficile. J'ai essayé de garder le cap, mais au final, je pense que inconsciemment, je savais ce qui m'attendait. Et j'avais ce petit côté de moi qui était en train de me dire que j'allais peut-être vivre la dernière course de ma carrière sur le Freeride World Tour. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Ce matin à la réception. Ça fait très très plaisir d'avoir ma planche, mes boots de snowboard. Voilà quoi. C'est tout, mais sans ça, je pouvais rien faire. Voilà. Et on a reçu ce matin à 7h du mat les bagages. Donc voilà, on est prêt pour partir à 8h. Heureusement que le vol n'arrivait pas genre 1 heure plus tard ou qu'il y a eu le moindre petit souci. Mais on est bon, voilà, donc on va essayer de se concentrer maintenant. On a eu nos skis pendant la nuit, la veille de la compète. J'ai pas pu les checker, j'ai pas pu même pas faire une journée de ski avec pour être sûr qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. On les avait, mais j'ai toujours pas eu ma valise, donc j'ai fait la compétition avec les habits de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était un peu compliqué à gérer, honnêtement. Très compliqué à gérer, très stressé. Le psychologique, c'est quelque chose de super important donc, dans les compétitions. Même le plus important pour moi à gérer, ce serait plus le psychologique. Parce que t'as beau être un bon snowboarder, mais si t'arrives pas à gérer tes émotions, etc., bah, ça va être compliqué le jour de la compétition. Les problèmes principaux en compétition, ça peut être le stress. Donc ça peut être le stress avant la compétition, où on n'arrive pas à dormir parce qu'on pense à plein de choses, ou ça peut être... on a du mal à choisir une ligne, on regarde la face et on a du mal à se dire allez, je vais prendre cette ligne, parce qu'on voit plein de lignes intéressantes, mais le cerveau il n'arrive pas à trancher, ça m'est déjà arrivé. Après il y a aussi comment on voit les autres concurrents, il y a les réseaux sociaux et tout ça, donc tu connais ce que chacun est capable de faire, mais comme chacun montre juste son meilleur snowboard, t'imagines que chaque rider va être incroyable à chaque fois, et puis en fait à chaque fois tu te montes la tête, et toi tu te trouves nul, enfin, en tout cas ça pour moi. Je travaille là-dessus parce que tu peux te sentir vraiment bizarre des fois.
Tout se passe dans la tête, hein, parce que tu peux être très 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 stressé, perdre tous tes moyens, choisir aussi des mauvaises lignes. Moi, je travaille avec un prep mental. En fonction de chaque problème, j'ai un peu une solution. Et pour réussir à être au maximum dans ma course à chaque fois. Ça prend beaucoup d'énergie et de place psychologique, ces compétitions. Parfait. Genou droit, genou gauche. Ouais. Cerveau à l'appartement. Des grosses couilles. Le grab. Pris un ou deux grabs. Moi, je l'ai peut-être laissé à Moi j'ai pris un ou deux grabs. Plus je vieillis, plus je stresse, je pense. Je sais pas, avant je dormais bien, j'avais jamais de problème, et là, hier soir, j'étais pas bien. Putain, mais c'est pas possible, c'est arrêter de penser négativement, tu sais, arriver à tourner le truc. Et j'ai compté à l'envers, tu sais, je me suis fait mon truc pour essayer de m'endormir. Et... T'as droppé combien de fois hier soir? Ouais, je sais pas, peut-être 30 fois. 30 fois, c'est tout? Moi j'ai droppé 150 fois. Hein. Mais ça se passait plutôt bien. Bon, ça va. Ça se trompait fort. Je pense que le plus dur dans notre sport, c'est vraiment la gestion du stress, la gestion de la peur, voilà, toute l'anxiété qui peut se construire avant une course et les doutes qu'on peut avoir. Moins on doute, plus on va aller vers la performance. On peut être dans une position et dans un mood qui va tendre à la victoire. Le fait de rentrer dans un cercle vertueux ou plutôt négatif, c'est quelque chose qui tient vraiment à rien. Et on vient vraiment, malheureusement, toujours amplifier un petit peu le côté peur, le côté négatif, le côté ah ouais, mais là, si je tombe... Le plus dur dans notre sport, c'est d'essayer de faire abstraction de tout ça et de limiter au maximum ces pensées négatives. Au final, le fait que ce stress nous ronge et vienne vraiment nous prendre de l'énergie, tout simplement, on sent que on peut mal dormir, on peut avoir envie de vomir, on peut ne pas avoir envie de déjeuner. Et ça m'est arrivé, voilà, d'être vraiment rongé par ce stress. Et petit à petit, j'ai appris à essayer de bien dormir avant les courses, à essayer de manger correctement le matin. Rester sur des pensées positives, etc., c'est ultra important. Mais il y a des fois, comme en Géorgie, où le stress refait surface et est un peu moins gérable que d'habitude. Et c'est pas vraiment agréable de revivre ça. C'est la première traverse mais il faut que tu sois vite, un peu léger sur les pieds et juste que tu mettes le coup de frein à l'endroit où tu penses qu'il y a une grosse pocket, peut-être au-dessus du spine. Tu sais. Si tu vois, il y a un caillou que ça fait un spine, ça veut dire que le spine, c'est probablement de la neige qui s'est accumulée parce que tu es juste tac et après je remonte sur le mamelon. Et même si tu te mets un shark là, je pense pas que ça te fasse tomber non plus. Donc je pense que allez, on arrête. Allez, c'est bon. First foreigner is still aiming at 10:45, which is in 17 minutes. C'est le troisième événement du Freeride World Tour, le cut, c'est-à-dire que là, il y a seulement 50% des riders qui vont passer pour aller au final. Là, il y a les deux types de riders. Il y a ceux qui ont déjà des bons résultats et qui savent qu'ils peuvent jouer la gagne, ils peuvent jouer le podium ici. Et puis, tu en as d'autres, par contre, qui sont plutôt en milieu de tableau et qui disent il me faut juste un résultat suffisant, peut-être un top 5, un top 10. Et puis, à l'inverse, après, tu as le bas du tableau où là, c'est la gagne ou rien. Et donc, je pense que dans tous les cas, en tout cas, ça va envoyer et ça promet de belles choses. On peut avoir un rider, et il y en a pas mal qui ont très très bien marché l'année passée et qui sont en bas de tableau parce que ils n'ont pas eu de chance, parce qu'ils sont tombés, parce que voilà, c'était peut-être pas des phases qui leur convenaient sur les premiers événements. Et là, voilà, ils sont peut-être dans le peloton, mais ils sont capables de tout donner parce qu'il faut qu'ils donnent tout et vraiment de nous montrer un truc exceptionnel.
Quand tu fais une ligne, tu as toujours des interrogations. Tu es là, comme tu n'as pas mis les pieds, tu n'as pas touché, tu ne sais pas comment est la neige, tu ne sais pas si c'est gros, tu ne sais pas si c'est dans le bon axe. Et c'était surtout, dès que je vais replaquer, est-ce que la neige est très très poudreuse et dessous il y a juste des charques, en fait, des pointes de granit qui t'attendent, qui sont juste cachées avec un peu de neige. Donc j'avais peur de tomber dessus. Allez. Mais en fait, la ligne, tu l'as visualisée dans ta tête plein de fois. Ça fait plusieurs jours que tu penses qu'à ça. Et moi, je partais en premier. Tu es en haut de la ligne, tu es un peu stressé. Dès que tu drops, ça y est, c'est un peu pouf, tu appuies sur le bouton on. Tu n'as même plus trop à réfléchir, ça se fait un peu automatiquement. J'ai fait un truc qui me plaisait, où j'allais m'amuser, tu vois, un truc simple, évident, où je profitais de la bonne neige sans trop me mettre la pression. Apparemment ça s'est vu, les juges ils m'ont mis un méga score et je me suis vraiment amusé en ridant, donc super. 94-3. Ludo right now sitting in 11th. If he's first, he makes the cut. Anything in the top 4, it's a maybe. And then below that, it's a no. So Ludo needs a strong day today. He needs a big finish as we see him digging his way into the corners, Katie, and he is on course now. You can see how steep it is at the top, and he's finding his first air right away, boosting off. Ludo, fallait qu'il gagne ou qu'il fasse 2. Donc pareil, il a essayé un truc assez atypique. Donc c'était technique et malheureusement, il l'a pas assez tourné. Et voilà, donc il s'est raté. Les compétitions sur le Freeride World Tour, surtout en snowboard, je trouve ça se joue vraiment à rien parce que déjà on n'a pas beaucoup de compétitions. En snow, on peut tomber assez facilement en plus. Donc c'est super cruel en fait ces compétitions. Tu t'entraînes pendant 1 an pour ça, tu te fais sortir du cut, tu retombes sur le Challenger. Pas tout s'écroule mais ça peut vite tourner au vinaigre. Heading right into those blind rolls. If there's anyone that can just show up and make it count, it's Jonathan Penfield, boosting off that blind roller and a beautiful backside 360 to open it up. Smooth sailing here for Jonathan Penfield as he comes into this sun patch. Les compétitions en général, c'est pas dans des conditions incroyables. Et là, on a eu la chance d'être dans un endroit incroyable, sur une face incroyable et avec de la neige incroyable. Donc ça, c'était vraiment unique. Donc là, ça se passe plutôt bien pour moi. On est à la fin de la 3e compétition. J'ai gagné les 3. C'est cool. Ça me met vraiment bien au classement. Après, il y a les finales où il y a Fieberbrunn en Autriche et Verbier en Suisse qui valent un petit peu plus de points, donc c'est bien de gagner celle-là. Et donc les probabilités pour que les autres me rattrapent sont très très faibles. Normalement, si je suis pas trop mauvais, ça devrait aller. Ouais, Megan, elle a été fort sur la double. Là. Elle a pris vraiment très vite et puis ça l'a écrasé. Hein. Tu vois, ça fait vraiment la compression. Quoi. Plus tu arrives vite, plus ça va impacter au sol. Oscar Mende coming off a second place. He's riding a high of confidence after that silver medal at Kicking Horse, the Morsina Boreas rider. Making his way into this first feature, a massive backflip. Stretching it out, Oscar Mende. Stomping it. 360 in Non, tu te pètes la gueule là-dessus. Somehow Mandin. back on his feet and just
Pas le droit de te faire niarer là-dessus. Là. Alors je pense que j'ai vécu une de mes pires compétitions au niveau d'émotion. Pendant peut-être 1h30, pendant toute la compète, à être là, à attendre que tout le monde passe et attendre que ton sort, en fait, il se fasse décider par les autres. Et ça, c'était vraiment horrible. Et j'ai dû attendre 19 riders pour savoir si j'allais être qualifié en finale. Big 360 out the gates and then smoking down through this top section. That is Marcus Gogan making a big splash with a wild card on the tour. 360 off that top hit and stomps it. Going cross court with a huge backflip into the gully, getting control and keeping things going. Marcus Gogan. En Géorgie, en fait, il y a eu très peu de crash et beaucoup de très très gros runs et une phase de malade mental avec des sauts de fou et de la bonne neige en fait. Et je pense que ça fait toute la différence en fait. Quand tu as 30-40 de poudreuse, en fait, ben, tu peux sauter plus gros, tu peux plus s'envoyer et en fait ça fait toute la diff quoi. Et là, en Géorgie, c'était vraiment je pense que c'était une des plus belles compétitions qu'il y a eu en freeride. Max hitting and going off the nose of this one. J'étais en bas et je les voyais passer un par un, faire des runs de malade mental et j'étais là, non mais c'est pas possible quoi, genre je voulais pas qu'ils tombent, bien sûr, tu vois, mais j'étais là, il me faut un petit peu de chance aussi, tu vois. Et quand t'as pas ton destin entre tes mains, c'est vraiment très compliqué. Niveau sensation, c'était horrible. Si j'aurais pu me bouffer les doigts, les bras, je l'aurais fait, donc non, très compliqué. Ouais. As Max Palm now opening up a brand new feature. Max Palm, no! Ski coming off on that double and going down, somersaulting. 360 stomp. That's massive. Hold Now on, he's no. No. As he comes over this enormous cliff with a giant 360. Oh! No. Catching an edge and then driving himself. Eh ben, verdict, ça s'est passé un poil de cul. Je fais 10e, donc je suis en finale. Mais c'était chaud patate. Chaud patate, j'ai dû serrer les fesses jusqu'au bout là. Ouais. Je vois que je suis qualifié, je suis super soulagé, j'ai quand même le sourire, je suis trop content. Je vais aller faire la grande finale à Verbier. C'est un soulagement. Et en fait, après, je me prends un peu un mur en pleine face avec Ludo et je me dis, ouais, Ludo, il passe pas. Et c'est ça le freeride, c'est que tu peux être tout en haut champion du monde et en une seule année, tu peux te faire éliminer des Coupes du Monde et c'est terrible en fait. Et du coup, c'est hyper triste en fait parce que ben, tu te dis, voilà, c'est la fin de l'aventure pour lui, il passe pas le cut. Il est éliminé du Freeride World Tour, tu te dis en fait, ouais, tu passes d'être tout en haut à tout en bas et je pense que tu prends une énorme claque dans la gueule. C'est assez compliqué d'être constant, il y en a très peu. Donc là, cette année, Victor, il y arrive. 3 victoires, donc il part pour son 3e titre de champion du monde. Voilà, des gens comme Victor, il n'y en a qu'un en fait, donc voilà, c'est très dur. La compète, c'est quelque chose de très spécifique. Au final, c'est beaucoup d'entraînement, tu rides pas beaucoup. Tu vis quand même quelque chose de spécial. Tu vois, là, on est tous ensemble à voyager en Géorgie, entre copains, découvrir un nouvel endroit. Et tous, on a ce stress commun de « Ah, ça va être quelle face, la météo, comment va être la neige est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va se qualifier? Est-ce qu'on va réussir à gagner les compètes ?» Donc il y a les ups, les grosses déceptions. Donc en fait, on vit des choses fortes et moi, c'est ça que je viens chercher ici. C'est de venir et vivre des choses intenses. Il y a 70 personnes qui voyagent. C'est un peu comme une colonie de vacances en fait. On part en compétition un peu aux 4 coins du monde. Mais une saison de compétition en fait c'est 5 mois, mais au final c'est 5 descentes qui durent, je sais pas, 40 secondes chacune. À chaque fois, on va dans un pays pour faire une compétition, mais on n'a pas du tout le temps d'aller visiter, etc. De toute façon, notre esprit il est tellement focalisé sur notre compétition. On revient sur les lieux du crime. On ne profite pas du voyage comme on le ferait si on n'avait pas la compète. En fait, c'est quelque chose d'assez atypique et on est un peu dans notre bulle. Grâce au snowboard, j'ai eu la chance de voyager pas mal dans ma vie, mais là, ce voyage en Géorgie, c'était vraiment dépaysant pour moi parce que, je sais pas, les montagnes, déjà, c'était des grosses montagnes. Il y avait des 4008, des 5000, juste à côté de la station. Donc, c'était vraiment incroyable. La neige était très bonne.
J'ai qu'une hâte, c'est de revenir pour peut-être espérer aller rider tous ces gros sommets. C'était un voyage qui était vraiment nouveau pour moi, que j'ai adoré. C'est difficilement explicable comment on peut avoir des sensations et un comportement si différents en 2 saisons différentes. Et j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui comment, sur l'année du titre, rien ne pouvait m'arriver. Clairement, je savais que si je faisais pas d'erreur, que si je faisais mon ride, je pouvais gagner l'intégralité des courses du circuit. L'année d'après, je me retrouve à aller sur des runs, essayer de faire de mon mieux. Est-ce que c'est la pression d'être attendu, le sentiment d'être attendu? Est-ce que c'est régulier souvent, les champions du monde ne réitèrent pas l'année d'après et font une saison difficile l'année d'après. Je pense que c'est là la différence entre un champion et un grand champion. Now, Victor has a chance to up that score. He was in second with Liam. Oh no, he still goes for it, but was just a touch short. Le champion, il est champion une fois. Le grand champion, il est champion plusieurs fois, à répétition, à l'image de Victor qui arrive, malgré ses titres passés, à dominer encore et toujours cette discipline. Voilà, la différence entre c'est génial d'être champion, mais être un grand champion, il n'y en a pas beaucoup. The winner of the Fieberbrunn Pro and the winner of the 2024 Freeride World Tour, it is Victor Delarue. J'étais super fier de pouvoir gagner ce titre une 3e fois consécutive, et celui-là avait aussi beaucoup de valeur parce que j'ai réussi à le gagner en faisant 4 lignes dont j'étais fier. Et surtout le fait de gagner 4 compétitions consécutives, ça c'était aussi spécial, donc j'étais content de gagner de telle façon. Ça va être la première fois que je vais rider le Bec des Rosses. Et quand tu es sur une phase comme ça, en fait, tu peux pas te dire oh ça va le faire quoi. Non, faut pas me parler, je suis stress niveau maximum. En plus, on apprend que la montagne est tellement en bonne condition qu'on va partir du sommet. Ça faisait, je crois, 5 ou 6 ans que ça n'avait pas été fait. Et là, tu te dis que, en fait, tu pensais avoir fait le plus dur dans ta carrière, et là, ça va être maintenant, en fait. Là, ça va plus être de faire un run pour gagner, ça va être un run pour rester sur les pieds et pas se faire mal. Parce que les conséquences sur ce genre de phase sont tellement dangereuses qu'en fait, ouais, je pense que c'est indescriptible, quoi. Déjà, tu arrives devant la face le matin, t'as les jambes qui tremblent, t'as envie de vomir et t'es que en bas en train de regarder, quoi. Donc tu te dis là, quand je vais être en haut, là, tu prends des watts, mais c'est un truc de malade mental, en fait. Et je peux te dire que moi, sans mes skis là-haut, j'allais au bord, je m'approchais à 4 pattes tellement c'était raide, quoi. J'étais au bord, j'étais comme ça. Et je pouvais voir la ligne d'arrivée, mais juste en dessous. Et je me suis dit, mais c'est un mur le truc. Je me suis dit, mais franchement, et je pense qu'on se l'est tous dit à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, Oscar? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-dedans? Est-ce que tu veux vraiment aller là-dedans, quoi? Et je me suis dit, mais waouh, là, va falloir que tu sois conscient de ta décision et que tu l'assumes jusqu'au bout, quoi. Va pas falloir que tu ailles en demi-teinte, quoi. On part dans l'ordre inverse du classement général, donc je vais partir le premier au Bec des Rosses. Je vais même pas pouvoir avoir des infos des skieurs, de comment ça skie, je vais être dans le bain direct. Et en fait là je me suis mis en mode guerrier. Je me suis dit là Oscar, c'est pour toi, c'est ton run, c'est la course de ta vie. Et là je suis dans la porte de départ et je me rappelle que j'avais envie de tout casser. J'avais une niaque mais énorme. Oscar Mandan, the first man out of the gate. C'est toi et la montagne. Et je dis allez c'est maintenant et je drop.
ski hyper bien, ça va hyper vite. Je saute une des barres les plus engagées de la face, la pose nickel, tac, pied droit, pied gauche. J'arrive, mon premier backflip, je pose nickel. Et là j'arrive sur le deuxième backflip, je réussis à reprendre le contrôle sur mes skis, il me reste plus qu'un saut et là je pose le dernier saut. Et là j'ai tout mon corps, j'ai des frissons mais de partout dans mon corps. Et là dans ma tête, je crois que j'étais presque en train de... Je pense que j'avais les larmes aux yeux et je me dis tu l'as fait quoi, t'as fait un run depuis le sommet du Bec des Roses dans la face la plus raide de toute ta vie. Et là je lève les deux mains et je suis là yes, et là tu m'entends gueuler. Ah je suis tellement content. Through the arch. The crowd going wild and Oscar going just as wild. Pour moi en fait dans ma tête j'ai gagné, je sais pas ce que j'ai gagné mais j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné mon run contre la montagne. Et c'est, je pense, le shot d'adrénaline le plus gros que j'ai jamais eu de toute ma vie. C'est cette sensation d'arriver en bas, d'avoir fait le run de ta vie. C'est, je pense, un des moments les plus forts de toute ma carrière. Tellement fier d'avoir fait ce run parce que je me suis sorti de ma zone de confort. Et après, tu as les deux machines, l'Allemand et le Canadien, qui ont fait une super saison, qui font 1 et 2. Maintenant, si tu fais pas au moins un backflip et un 3-6 dans ton run, c'est terminé quoi. La preuve, je fais 2 backflips sur le Bec des Roses, je fais 4e. Donc ça montre l'importance du niveau et comment il a augmenté. Le niveau, il est énorme maintenant, c'est incroyable quoi. Max Hitzig leading the rankings. Le niveau sur le Grand Tour, il a explosé. Et aujourd'hui, on a des gros freestylers qui font des grosses lignes Big Mountain. Donc ça fait des runs de fou et ils ont 20 ans. Ils rentrent dans des clubs de freeride, ils ont 11-12 ans et ils apprennent direct à rider fort, sauter gros, trickser dans la poudreuse. On se demande où ça va s'arrêter, mais ça va continuer à monter fort. On va avoir vraiment des choses extraordinaires qui vont arriver au sein de notre sport. Allez, tu te mets un tir de l'espace là. Allez, envoie, fais-toi plaisir en l'air, va chercher le regard. Oui, ouais, c'est beau ça. J'emmène ce groupe régulièrement l'hiver, tirer des bacs et sauter des barres rocheuses et faire de la poudreuse dans les sapins. Moi, je suis le plus heureux. Tu attends de sortir pour envoyer. Allez mon grand, va chercher le regard. Ce qu'il faut, c'est s'amuser, glisser. Et on a un terrain de jeu qui est magnifique dans le Vercors pour jouer en fait. Et le fait de transmettre, de partager ça avec eux et de les voir progresser. Allez Rob. Ouh, ouais. Et revenir à la fin de la journée. Et ça, c'est bien le plus important, avec une monstre banane. Je trouve ça juste magique. Allez, venez-là. C'est extraordinaire ce que a pu m'apporter ce sport. Si je pouvais mettre en accéléré tout ce que j'ai vécu, au final, rien que d'y penser, ça me met les frissons parce que c'est plein d'images flash. 18 ans en Amérique du Sud avec un lever de soleil sur l'océan Pacifique. Japon, nocturne, neige extraordinaire. Scandinavie, San Francisco avec Mimiche, Ducrot, Lopez, Gurif, surf à Santa Cruz. Tu vois, c'est tout des trucs. Il y a vraiment des souvenirs qui sont extraordinaires. Le travail, l'entraînement, ce que j'ai vécu, les voyages, enfin, j'ai eu une vie exceptionnelle grâce à mon sport. La prise de décision d'arrêter ma carrière a été relativement spontanée. C'est tombé un matin de course où je suis pas monté au départ. J'ai ressenti qu'il y en avait assez, que j'avais plus cette hargne d'aller chercher la gagne. En fait, j'ai eu ce mot qui est revenu sans cesse. À quoi bon? Est-ce que vraiment t'as envie de ça? Et j'ai eu le sentiment que c'était, il y avait quelque chose qui avait changé. J'ai fait ma première Coupe du Monde au Japon en border cross. J'avais 17 ans. Je suis rentré en équipe de France donc à l'âge de 17 ans.
et je mets un terme à ma carrière à l'âge de 39 ans. C'est une vie entière. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est des hauts, des bas, les blessures, les défaites, les déceptions. C'est vraiment ultra dur. Des champions qui font que gagner, il n'y en a pas. Voilà, je me suis fait un genou, j'ai eu cette déception des jeux et je pleurais tous les soirs devant ma télé. Je suis sorti du World Tour. C'est tous des trucs que j'ai dans la tête qui ont été à ces moments-là. T'as l'impression que ta vie s'écroule en fait. Et j'étais vraiment au fond du gouffre. Une carrière de haut niveau, ça a des bons côtés, mais ça a aussi énormément de difficultés. Mais c'est certainement ce pourquoi les victoires sont si belles en fait. Le fait d'avoir eu le titre et d'être allé chercher ce Graal après tant d'années de combat, on peut le dire, et de lutte acharnée sans jamais abandonner, en essayant de toujours y croire, en ce rêve, le rêve d'être un jour champion du monde. Il y a une année où j'ai réussi à aller au sommet. World champion, Ludo Guillaume.